Élèves de première S, bonjour, voici une nouvelle leçon de physique nucléaire. Commençons par les noyaux. Alors pour ceux qui ne le savent pas, BO, ça signifie bulletin officiel, sous-entendu de l'éducation nationale. C'est là qu'on définit exactement ce qu'un élève de première S ou d'autres classes d'ailleurs doit savoir et savoir faire. En particulier, par exemple ici, dans la colonne de gauche, vous voyez que dans cette leçon, nous devons parler de cohésion du noyau et que on attend de vous que vous sachiez utiliser la représentation symbolique XAZ et que vous sachiez définir l'isotopie et reconnaître des isotopes. Commençons par des physiciens qui ont compté dans l'histoire de la physique nucléaire. Ils ont tous vécu et travaillé au début du XXe siècle. Alors par exemple ici nous avons Rutherford qui est anglais. Vous avez sans doute reconnu ici Einstein. Alors lui il a d'abord été allemand, puis suisse, puis helvético-américain. Vous reconnaissez peut-être ici Becquerel qui est français. Malgré son nom, M. Pauli n'est pas italien mais autrichien. Ici, nous avons une dame qui est polonaise, qui s'appelle Maria Zlodowska, mais qui deviendra française parce qu'elle épousera ce monsieur. Ce monsieur, c'est Pierre Curie. Donc, vous avez ici Pierre et Marie Curie. Ce personnage, c'est monsieur Jean-Frédéric Joliot. Il est français. Et il a épousé la dame qui est là. Et la dame qui est là, c'est Irène Curie, la fille de Pierre et Marie. Alors ces gens, ce ne sont pas n'importe qui, parce que M. Rutherford, il a eu le prix Nobel de chimie en 1908, Einstein de physique en 1921, Becquerel, prix Nobel de physique en 1903, Pauli, physique en 1945, Curie, physique en 1903 et Marie Curie, elle a donc eu 2 prix Nobel, chimie en 1911. Enfin, Irène et Frédéric, prix Nobel de chimie en 1935. Comme vous le voyez, chez les Curie, c'est du sérieux la physique. Parlons un petit peu de cinéma. Vous avez peut-être entendu parler du film Les Palmes de Monsieur Schultz, qui, comme son nom ne l'indique pas, raconte l'histoire de Pierre et Marie Curie. Alors, dans le rôle de Pierre Curie, vous avez Charles Berling, et dans celui de Marie Curie, Isabelle Huppert. C'est un film de Claude Pinoteau, avec Philippe Noiret également. Je vous conseille de voir ce film qui est très bien, qui est très sympa. Faisons maintenant une leçon de latin. L'étymologie du mot nucléaire, eh bien vous voyez qu'en latin nucleus, qui est un mot masculin génitif en i, pour ceux qui connaissent, eh bien ça veut dire amande, noyau, pépin, autrement dit tout ce qui se trouve à l'intérieur du fruit. Autrement dit, par analogie, vous avez compris que nucléaire, nucléide, ça fait penser à quelque chose qui est donc au cœur, c'est-à-dire le noyau, et bien le noyau de l'atome bien sûr. Donc dans cette leçon de physique nucléaire, eh bien nous nous intéresserons au noyau de l'atome. En rouge ici dans la liste, vous avez les mots qui dérivent de nucleus et qui sont utilisés en physique-chimie, alors que les mots en noir sont plutôt utilisés dans d'autres domaines, biologie, médecine, géologie, mais de toute façon, ils signifient toujours cette idée de quelque chose qui est au cœur de, comme le noyau, comme le pépin, comme l'amande. Voilà. Alors justement, voilà une représentation de l'atome avec au milieu le noyau. Alors, un petit rond jaune pour le noyau, un gros rond bleu pour l'atome, et des données. Alors, le rayon d'un noyau, ça se compte en 10 puissance moins 15 mètres. C'est donc extrêmement petit. Le rayon de l'atome, lui, se compte en 10 puissance moins 10 mètres.
Voici notre première question. Comparez les rayons de l'atome et du noyau. Donc R atome et R noyau. Alors, on vous l'a peut-être déjà dit, quand on vous pose la question comparer, il faut penser à faire un rapport. Et si possible, au numérateur, on met le plus grand des deux. Alors bien entendu, le plus grand des deux, c'est celui-là, 10-10. On écrit donc rayon atome sur rayon noyau. On écrit numériquement le rayon de l'atome 10-10 sur le rayon du noyau 10-15 et on trouve 10 puissance 5. On fait une petite phrase de conclusion. Alors évidemment, c'est que l'atome est 100 000 fois plus grand que le noyau, puisque 10 puissance 5 c'est 100 000. Et la question 2, les proportions ont-elles été respectées? Évidemment non, puisque vous voyez bien que j'ai un atome ici qui ne fait pas 100 000 fois la taille du noyau. En physique nucléaire, on ne s'intéresse qu'au noyau des atomes. Les électrons qui, comme vous avez compris, sont hyper éloignés, puisque si on respecte les proportions, ça fait un vide énorme. Les électrons sont très très loin du noyau, ils ne nous intéressent pas, ils n'interviennent pas, donc on ne les verra pas du tout dans cette leçon. Et vous vous souvenez peut-être de la leçon où on a vu que l'interaction forte maintient entre eux les nucléons. C'est une interaction qui a lieu à courte distance, mais qui assure la cohésion du noyau, qui empêche en particulier les protons de s'éloigner les uns des autres. Alors très symboliquement et en 2D, parce qu'en réalité c'est pas du tout comme ça, nous représenterons un noyau comme ça, avec des ronds rouges. Toute la leçon ce sera toujours cette légende, rond rouge proton, rond jaune neutron. Et quand on ne fait pas la distinction entre le proton et le neutron, on dit qu'on a affaire à un nucléon. Question 3. Dans le noyau représenté, combien y a-t-il de protons, de nucléons, de neutrons? Alors réponse, dans le noyau représenté, il y a Z égale 5 protons, puisque je vois bien 5 ronds rouges. Je vous rappelle que Z, c'est toujours le nombre de protons. Il y a A égale 9 nucléons. Je ne fais pas la distinction entre les rouges et les jaunes, je compte bien 9 nucléons. Et il y a N égale, alors je fais la soustraction, nombre de nucléons moins nombre de protons, et je trouve donc bien 4 neutrons. Vous avez peut-être compris que j'ai mis Z et A en gras parce que ce sont Z et A qui sont normalisés. N, on peut toujours l'écrire, mais ce n'est pas normalisé comme une grandeur pour étudier les noyaux. Les grandeurs normalisées pour étudier le noyau, c'est A et Z. On appelle nucléide l'ensemble des noyaux possédant un certain nombre de protons Z et de nucléons A. Le symbole d'un nucléide, ce sera toujours comme ceci. On écrit X, A en haut à gauche, Z en bas à gauche. A, c'est le nombre de nucléons, on vient de le voir. Mais on l'appellera nombre de masse. Z, c'est le numéro atomique que vous connaissez bien en chimie. C'est aussi le nombre de protons, mais on l'appellera le nombre de charges. Quant à X, c'est évidemment le symbole de l'élément correspondant. Question 4. Quelle est la charge électrique du noyau? Eh bien, puisque le noyau possède Z protons et que chaque proton a la charge élémentaire E, la charge du noyau, évidemment, c'est ZE. Voici donc un noyau. Question 5. Écrire le symbole de ce nucléide. Y a-t-il une redondance dans l'écriture du symbole? Alors évidemment, en tant que nucléide, je vais l'écrire sous sa forme générale, comme on vient de le voir, X, A, Z. Bien entendu, Z vaut 5, puisqu'il y a bien 5 protons.
Donc le nombre de charges est 5 et le nombre de nucléons, on l'a vu, c'est 9. Maintenant, je vais chercher dans le tableau périodique quel est l'élément qui a pour numéro atomique Z égale 5. Je vois que c'est le bore, donc j'ai reconnu l'élément bore. Voilà. Maintenant, puisque B signifie bore et que 5 signifie bore, il y a bien redondance. Autrement dit, je pourrais très bien me contenter d'écrire comme ceci. Alors on peut le faire, mais comme on se sert souvent du nombre de charges ici quand on fait, vous le verrez, certains calculs, autant le mettre. Mais si on ne le met pas, on n'a pas complètement faux. Question 6. Donnez la constitution de ce nucléide. Alors, c'est parti. On a A égale 238 nucléons, dont Z égale 92 protons, et bien sûr, il y a N égale A moins Z, c'est-à-dire 238 moins 92, il y aura 146 neutrons. Nous parlons maintenant des isotopes. Alors, je prends un nucléide quelconque, X, A, Z, et par exemple, je décide que Z vaut 6, pourquoi pas. Alors, je regarde dans le tableau périodique et je vois que l'élément qui a pour numéro atomique Z égale 6, c'est le carbone. Autrement dit, j'ai identifié l'élément inconnu X, c'est le carbone. Très bien. Alors maintenant, le A, il peut être égal à 12, ou 13, ou 14, ou 15, ou autre. Mais je vais prendre ces trois cas-là. Comme à chaque fois, il y a 6 protons, eh bien, je peux dire tout simplement que ces 3 nucléides représentent tous l'élément carbone. Mais ils n'ont pas le même nombre de neutrons. Ici, nous avons 6 neutrons, ici, nous avons 7 neutrons, et là, 8 neutrons. Eh bien, je dis que, puisqu'ils diffèrent par le nombre de neutrons, ce sont 3 isotopes du carbone. Autrement dit, eh bien, ils ont le même nombre de protons, mais des nombres de neutrons différents. Ce sont des isotopes du carbone. Voilà, cette leçon est terminée. La prochaine fois, nous parlerons de radioactivité. Voilà, à bientôt!